Bon, Alors, bonsoir à tous. oui. Bonsoir. On est aujourd'hui pour le dernier webinaire de cette série de workshops pédagogiques. Alors, nous avons aujourd'hui une conférence de Dr Khadir sur la littérature, définition, enjeux et analyse. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Dr Khadir. Bonsoir. Je vous remercie, je vous remercie. Bon, aujourd'hui nous sommes ici pour nous poser la question pourquoi la littérature, qu'est-ce que la littérature et comment analyser un texte littéraire, comment lire et analyser un texte littéraire. D'abord, la question existentielle devant tous les étudiants de littérature, bien sûr, Inch'Allah, si vous aurez à faire spécialité littérature en master, vous allez vous demander pourquoi la littérature, c'est-à-dire c'est quoi la littérature? Un didacticien est censé faire des méthodes d'enseignement, un linguiste est censé étudier la langue, mais un étudiant de littérature, aussi avancé que seront ou que seraient ces études, qu'est-ce qu'il pourrait produire, qu'est-ce qu'il pourrait analyser, qu'est-ce qu'il pourrait lire, qu'est-ce qu'il pourrait donner à la communauté académique. Bien sûr, tout le monde ne va pas, tous les étudiants de littérature ne vont pas devenir des écrivains, des romanciers, des poètes. Donc, comment cela se fait-il qu'on ait cet intérêt pour la littérature et quelle est son importance dans notre quotidien? Et là, nous devons nous pencher sur la définition de la littérature, c'est-à-dire, pour l'étude de n'importe quel phénomène, il faudrait déjà d'emblée commencer avec sa définition, c'est-à-dire connaître l'essence de ce phénomène avant de passer à son étude. Et là, nous devons impérativement passer par les pionniers, si je puis dire, les pionniers de l'étude littéraire selon toutes ses dimensions. Nous allons commencer bien sûr par Gérard Genette. On ne peut pas se passer de Gérard Genette en étudiant la littérature. Et dans son livre Figure 3, il définit la littérature comme un domaine où le langage est utilisé d'une manière artistique et réflexive. Et là, je dois me pencher sur sur ces deux concepts-là, artistique et réflexive. Donc, ce sont les caractères cardinaux de la littérature. Une réflexion et une réflexion dans un cadre, dans un contexte, dans un langage artistique. Dans son livre, son ouvrage Figure 3. Selon Émile Benveniste, qui est un littéraire, qui est un homme de linguistique, qui dans son livre Problème de linguistique générale, Benveniste ne va pas directement passer à la définition de la littérature, mais il va dire que le langage littéraire a ses propres règles qui le caractérisent par rapport au langage commun. C'est-à-dire, on ne devrait pas prendre le langage littéraire pour langage commun. Et là, nous allons devoir nous pencher sur le versant communicatif, sémiotique de la littérature, et nous allons attendre, bien sûr, dans ce cadre-là, nous allons attendre la définition de Roman Jakobson. Donc, pour Benveniste, le langage littéraire utilise les mécanismes et l'énonciation pour produire des significations complexes en engageant le contexte de la relation du texte au public. Et là, nous avons le concept de public. Retenez avec moi les concepts. Donc, avec Gérard Genette, nous avons vu l'artistique et le réflexif. Avec Benveniste, nous avons vu le public. Donc, une relation du texte au public. Donc, nous avons artistique, nous avons réflexion, et nous avons, avec Benveniste, nous avons le concept de public. Tout cela dans son livre ou Problème de linguistique générale. Selon Antoine Compagnon, qui est un homme de littérature pure, la littérature ne va pas être une simple définition, c'est-à-dire formulée sous une forme énonciative. Non, il la met plutôt sous cinq axes ou 5 dimensions. La littérature a 5 dimensions selon Antoine Compagnon dans son livre Le dément de la théorie. Il considère que la littérature a une dimension historique, étant un produit de son époque, c'est-à-dire dans tout contexte, la littérature étant un énoncé, dès que l'écrivain, le romancier, le poète, l'homme de théâtre va produire un texte littéraire, il va le produire dans son époque, étant un produit énonciatif. Donc,
elle a une dimension historique, étant un produit de son époque, elle a une dimension esthétique, étant un art, parce que la littérature est un art, elle a une dimension critique, étant une idée, elle a une dimension intertextuelle, étant née dans un contexte de dialogue, puisqu'il y a un dialogue dans la littérature, un dialogue par rapport entre, comme vient de le dire Benveniste, entre relations entre texte et public, donc c'est un dialogue, donc elle a une dimension intertextuelle, et elle a une dimension éthique, étant un produit de réflexion sur la condition humaine. Et là, nous allons dire toutes les conditions entre guillemets, de l'humanisme, et là, vous avez la morale, la justice, la vérité, etc., toutes ces dimensions qui font que la littérature a une dimension esthétique. Donc, pour Antoine Compagnon, la littérature est un phénomène complexe qui combine ces 5 dimensions. Maintenant, nous allons bien sûr vu le versant littéraire, le versant historique, le versant linguistique et le versant énonciatif de la littérature. Maintenant, le versant philosophique, et pour parler de philosophie, on ne peut pas se passer dans ce contexte-là, c'est-à-dire les philosophes qui ont écrit de la littérature, on ne peut pas se passer de Jean-Paul Sartre. Et pour Jean-Paul Sartre, la littérature est un engagement de l'écrivain selon un acte de communication pour prendre une position. Donc, engagement de l'écrivain selon un acte de communication pour prendre une position dans le monde afin d'interpeller le lecteur. Donc, nous avons le concept d'engagement et le concept de lecteur. Avec Genette, nous avons vu l'artistique et le réflexif. Avec Benveniste, nous avons vu le public. Avec Antoine Compagnon, nous avons vu les 5 axes, historique, artistique, etc. Avec Jean-Paul Sartre, nous voyons maintenant l'engagement et le lecteur. Vous allez trouver ça dans son essai « Qu'est-ce que la littérature ?» essai publié en 1947. Donc, maintenant, dans un contexte sémiotique, selon Roman Jakobson, la littérature est un aspect de la communication qui se manifeste à travers la fonction poétique. Donc, les fonctions du langage, nous trouvons ça dans Linguistique, dans l'ouvrage Linguistique et poétique publié en 1960 par Roman Jakobson. Pour Roman Jakobson, vous avez 6 fonctions du langage. Les 6 fonctions, vous avez la fonction expressive, parce que la littérature est une communication. Vous avez la fonction expressive ou émotive qui est centrée sur l'émetteur. Vous avez la fonction conative qui est centrée sur le récepteur. Émetteur a une fonction expressive, c'est-à-dire il va donner l'expression de ses émotions, de son message. Conative, centrée sur le récepteur qui va être influencé par le message, donc conative relative à ses connaissances. Vous avez la fonction référentielle qui fait que chaque signifié lie son signifiant, est lié à son signifiant. Vous avez la fonction fatigue. Vous avez la fonction fatigue qui tient à maintenir l'attention de part et d'autre de la communication, c'est-à-dire n'importe quel élément du message ou entité du message qui n'a de signification n'a de fonction que de garder l'attention de part et d'autre de la communication. Et vous avez la fonction métalinguistique qui est la fonction de la langue elle-même, langue correcte, cohérente, et qui est comprise de part et d'autre de la communication. Et la fonction poétique, la 6e fonction qui nous intéresse le plus, c'est la fonction poétique, forme esthétique et idéomatique. C'est-à-dire, vous avez une fonction qui ne se réfère pas seulement au métalinguistique, c'est-à-dire placer le sujet avant le verbe, puis le complément, puis ça, c'est la fonction métalinguistique. D'accord? Une langue cohérente, correcte et cohérente, comprise de part et d'autre du message. Utiliser un lexique qui soit compris de part et d'autre du message pour la fonction référentielle. Maintenant, pour la fonction poétique, vous avez souvent et toujours, je dirais, une influence au-delà du message lui-même. Cette influence, c'est-à-dire l'information,
lorsqu'il s'agit de deux antagonistes humains, deux hommes qui se parlent, deux êtres humains qui se parlent, n'est jamais, ne s'arrête jamais sur le fait de faire passer un message. Seulement par rapport à la langue du message, mais par rapport à ses versants et ses bifurcations. Les bifurcations du message, les dimensions du message vont au-delà du simple message lui-même, c'est-à-dire placer sujet, verbe et complément. Ça, c'est la métalinguistique. Utiliser des référents qui aient des significations, c'est-à-dire une chaise qui signifie l'ustensile domestique que vous utilisez. Je me suis assis sur une chaise. Ça, c'est un message. Un message correct linguistiquement, correct référentiellement. Vous avez la fonction émotive du récepteur et conative de l'émetteur et conative du récepteur, mais vous n'allez jamais dire à un récepteur que vous vous êtes assis sur une chaise simplement pour le fait de lui dire que vous vous êtes assis sur une chaise. Il y a forcément une fonction poétique qui va au-delà du message lui-même, au-delà du message linguistiquement correct. C'est-à-dire, entre parenthèses, il y a toujours qu'un ma'na que tu veux véhiculer. Ma'na, non par rapport au message linguistique, c'est-à-dire à la langue, mais par rapport au langage. Parce que lorsqu'on parle de langue et de langage, la langue, c'est la forme normative. La langue, c'est la forme normative de la communication, c'est-à dire ce que vous pouvez trouver dans les dictionnaires, dans les livres de grammaire, c'est la forme normative. Mais le langage, il est propre à une communauté. Donc, et lorsqu'on va, bien sûr, plus profondément par rapport à ce phénomène de communication, on parle de parole. La parole, elle est un acte individuel. C'est-à-dire ce que vous faites, vous, individu, du langage qui appartient à une communauté. On va dire que l'Algérie parle l'arabe. Une communauté précise, par exemple la communauté de la wilaya de Sidi Bel Abbas ou la wilaya de Bayad, parle un langage précis, c'est-à-dire avec des phonèmes précis, par exemple ou quelques régions, le rad ou le qa, d'accord, ou je raf ou le qorraf. Donc le seul fait d'entendre quelqu'un qui dit qorraf, on va automatiquement dire oh, c'est le langage de la région de Bayad, d'accord. Donc c'est un langage qui appartient à une certaine région. Cependant, ce langage-ci reste dans le contexte de la langue arabe. Ah, dès que la personne utilise cette langue à elle seule, ça devient un phénomène individuel qu'on va appeler parole. Donc, mais tous ces aspects-là sont régis dans le contexte de la communication par les 6 fonctions du langage. Qui sont expressives, conatives, référentielles, fatiques, métalinguistiques et poétiques. Ah, donc, mais ce qui nous intéresse le plus dans ce contexte-là de littérature, c'est bien la fonction poétique, c'est-à-dire la littérature ne s'arrête jamais sur l'aspect, sur l'aspect de la langue, sur l'aspect du message, l'aspect superficiel. Elle va toujours au-delà de cet aspect. Nous allons bien sûr voir dans le 3e axe comment analyser cette littérature, comment lire, comment aller au-delà de l'aspect superficiel. Ah, cet aspect superficiel, c'est seulement ce qui est lu, ce qui est vu, mais on doit l'analyser quand même. C'est-à-dire, cet aspect, même si c'est un aspect utilisé dans un certain contexte selon le lecteur non averti, le lecteur qui n'est pas lecteur-chercheur, va le lire d'une façon assez superficielle et va dire, tiens, il parle de, par exemple, si on prend le dernier roman de Kamel Daoud, on va dire, oh tiens, il parle de l'histoire de Hurri Hadi qui a été victime du terrorisme, etc. Non, ça ne s'arrête jamais au fait de raconter une histoire. La littérature n'est pas une histoire, bien sûr, nous allons voir ça par la suite. Ah, donc notre définition, à travers ce que nous avons vu, nous pouvons dire que notre définition de la littérature, et à travers les citations que nous avons déjà vues, nous pouvons résumer les caractères de la littérature en 5 axes. La communication, qui est l'interaction, il y a forcément une interaction dans la littérature, communication. Donc l'idée,
Et l'idée va véhiculer forcément une science, une vérité, une certaine science, mais une science relative à l'auteur. C'est-à-dire, lorsque je dis que la littérature véhicule une science, ce n'est pas une science normative, ce n'est pas la science avec grand S. C'est-à-dire, si vous voulez apprendre la philosophie, vous n'allez pas lire de la littérature, vous allez vers les ouvrages de philosophie. Si vous allez apprendre l'histoire, vous n'allez pas partir vers la littérature, mais vers les livres d'histoire. C'est-à-dire, la littérature véhicule une vision de la science, une vision d'une certaine science, histoire, politique, économie, société, etc. Donc, ces éléments-là sont tous des éléments de science, des éléments de discipline. Mais, une fois mis dans la littérature, ça devient une vérité, mais une vérité, on va dire une réalité relative à l'auteur. Donc, nous avons la communication, nous avons l'idée, nous avons l'éthique. Et là, l'éthique, c'est une éthique toujours relative. Relative à qui? Relative à l'auteur. C'est-à-dire qu'il véhicule forcément une idéologie. L'auteur ne va pas véhiculer une éthique absolue. C'est son éthique à lui. C'est sa vision de l'éthique. Donc, vous avez le quatrième axe qui est le public. La littérature dépend du public parce que la littérature est un produit de marché. Si vous écrivez un roman, si vous faites une pièce théâtrale, si vous faites un film, une série, etc., ce qui sont les pseudopodes de la littérature, vous allez demander à ce que ce produit-là soit vendu. Donc c'est un produit de marché. Donc vous dépendez de la volonté de votre public, des affinités de votre public. Donc automatiquement, vous allez chercher ce que veut le public. Et vous avez le cinquième axe qui est l'esthétique, la poétique, en dernier lieu. C'est-à-dire, la beauté du message, ce n'est qu'un ornement, ce n'est qu'un surélément, un surplus. La cerise sur le gâteau, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément ce que veut le public. Le public veut surtout entendre ce qu'il veut entendre, voir ce qu'il veut voir, ce qu'il voudrait voir. Donc, on va dire qu'elle est un texte, la littérature est un texte communiquant, puisque c'est une communication, communiquant une idéologie sous forme de vérité pour un contexte social sous une forme esthétique. Donc, un texte communiquant, une idéologie sous une forme de vérité, sous une forme pour un contexte sous une forme de vérité, c'est-à-dire c'est une pseudo-science, c'est une forme de vérité, ce n'est pas la vérité, c'est une forme de vérité, donc de vérité pour un contexte social sous une forme esthétique. La forme doit être esthétique, c'est-à-dire assez belle. Donc, pourquoi faire de la littérature? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire de la littérature? La littérature étant un texte de culture soutenu permet d'une expression de soi, donner une faculté de développer la performance et l'expression, l'expression de ses idées, de ses émotions, etc. Donc ça vous donne une faculté expressive, une exploration des idées, du monde, de philosophie, histoire, etc. Mais ce sont seulement les idées du monde, ce ne sont pas les vérités du monde, ce sont les idées. C'est-à-dire aller chercher les idées des écrivains, non pas les vérités, parce qu'on s'est mis d'accord sur le fait que pour chercher la vérité, pour lire, pour avoir une science, pour instaurer une science, pour s'inculquer une science, il faudrait aller vers les livres de discipline, pas les livres de littérature. Les livres de littérature permettent de développer les facultés d'expression, etc. Mais pas de développer une science. Ce n'est pas une science. Donc, développer l'esprit critique, découvrir les dialogues interculturels, etc. Tout ça peut être bénéfique pour la littérature, mais pour moi, pour l'étudiant de littérature. Mais pour moi, en tant que chercheur en littérature, je crois que la littérature va au-delà de cela. Bien sûr, nous allons le voir à la fin dans l'atelier. C'est de pouvoir analyser, avoir des facultés d'analyser le texte commun. Et partant du texte littéraire qui est assez complexe, le texte commun, assez complexe bien sûr, culturellement, idiommatiquement, etc., vous allez trouver la faculté, vous allez pouvoir développer la faculté, la performance d'analyser les textes communs, c'est-à-dire les textes politiques, économiques, culturels, etc. Donc tous les textes des médias vont être leur analyse va être assez facile par rapport à l'analyse du texte littéraire.
Donc celui qui a une faculté, une capacité, une performance d'analyser un texte littéraire et de pouvoir en décortiquer le sens, trouvera un texte commun assez facile à analyser. Bien sûr, la littérature a tout un historique dans ce contexte-là. Ce n'est pas une affaire récente qui est le fait que la littérature développerait ou véhiculerait les idées. Vous allez trouver les mythes dans la mythologie grecque qui était une littérature, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Vous allez trouver le mythe d'Oedipe, par exemple, qui véhicule l'idée de la critique du destin. Vous allez trouver le mythe de Prométhée. Le mythe de Prométhée, le titan qui a volé le feu aux dieux pour aller le donner aux humains et qui a fini par être châtié par Zeus en l'attachant à une montagne et laissant un aigle venir manger son foie quotidiennement. Vous allez trouver le mythe de Sisyphe qui critique le destin. D'ailleurs, Platon, dans son livre La République, a critiqué l'Odyssée d'Homère, l'Odyssée et l'Iliade, et a trouvé que c'était une vision péjorative et diffamatoire des dieux, selon Platon. Donc, vous constatez que même, c'est-à-dire dans l'Antiquité, Platon considérait que la littérature véhiculait une idéologie athée. Donc, vous trouverez par exemple Molière, plus récemment par rapport à l'Antiquité, dans le 17e, 18e, vous allez trouver Molière avec Tartuffe, l'imposteur, où il dénonce l'hypocrisie religieuse et la frustration par rapport à l'Église. Vous allez trouver, par exemple, dans un temps plus récent, lorsqu'on parle de la littérature de l'extrême contemporain, Assia Djebbar, dans son roman Loin de Médine, où elle véhicule une vision féministe à travers l'histoire de certaines femmes de la première époque de l'islam. Vous allez trouver Abdouwahab Meddeb, un écrivain tunisien qui, dans ses deux romans, Fantasia et Talismano, où il scande son mysticisme par rapport à certaines visions religieuses. Vous allez trouver Tahar Benjeloun dans son roman Mouhaloufou, Mouhalou Sage, où il critique le conformisme dans le Maghreb, par exemple, à travers le personnage de Mouha, de Moshe et de l'Indien. Vous allez trouver, bien sûr, dernièrement, le roman de Kamel Daoud qui a fait tant de polémiques, qui a suscité tant de polémiques, qui critique la société et l'autorité religieuse. Donc vous voyez bien que la littérature n'est pas, surtout lorsqu'on parle de la variante du roman, n'est pas réellement une histoire. C'est-à-dire, n'allez jamais croire que la littérature est une histoire. Parce que pour croire que la littérature est une histoire, il faudrait d'abord que la littérature, dans sa variante récente de l'extrême contemporain, soit une histoire, alors qu'elle ne l'est pas. Parce que pour appliquer le schéma de l'histoire à la littérature de l'extrême contemporain, c'est ce qui nous intéresse le plus, on devrait trouver les fonctions de Prop, de Vladimir Prop. Et les fonctions de Prop sont 30, au nombre de 30, c'est assez vaste pour les énumérer maintenant, mais les fonctions de Prop sont grosso modo la situation initiale, l'intrigue, retournement de situation, dénouement et épilogue. C'est un peu le schéma de la pièce théâtrale. Donc, ces cinq étapes, bien sûr, il y a 30 fonctions selon Prop, 30 fonctions qui s'appliquent, non pas toutes, et non pas dans l'ordre, mais qui s'appliquent selon certaines d'une histoire à une autre, ça varie. C'est-à-dire, lorsque on va, par exemple, donner l'exemple du roman de Fantasia de Abdouwahab Meddeb, vous n'allez trouver, si vous lisez le roman, vous n'allez jamais trouver un héros, déjà. Pour une histoire, il faudrait un héros, alors que pour son histoire, il n'y a jamais d'héros.
L'héros n'existe pas dans l'histoire de l'extrême contemporain. C'est-à-dire il y a soit des héros, si on peut dire qu'il y a des héros, mais il y a surtout une écriture éclatée. Donc, c'est une histoire, c'est une écriture sous forme d'histoire. Mais ce n'est pas l'histoire qui est la plus importante dans la littérature. Parce que l'idée, vous avez la génétique, l'idée et la forme. Donc, c'est-à-dire, lorsque je parle de génétique, et là nous allons nous retrouver spontanément dans le troisième axe, comment lire et analyser un texte littéraire. Lorsqu'on parle de génétique, on parle des conditions de la production de l'œuvre littéraire. C'est-à-dire, cette œuvre littéraire, bien sûr, n'oubliez jamais que cette œuvre littéraire est un produit de marché, donc ça doit obéir à une certaine demande. Donc, les conditions de la production de l'œuvre font que l'écrivain, et là je parle spécialement d'écrivain et non pas d'auteur, parce que ce sont deux définitions différentes, deux entités différentes. L'écrivain, c'est une personne, l'auteur, c'est un ensemble. Ce sont bien sûr deux aspects de la sociologie de la littérature. Et lorsqu'on parle d'écrivain, c'est la personne elle-même, c'est celle qui fait le brouillon de la littérature. Mais l'auteur, c'est l'ensemble des conditions, c'est-à-dire y compris l'écrivain, maison d'édition, censure, politique du pays où on écrit, tout ça font le fait que l'œuvre soit sortie à travers un auteur et non pas à travers un écrivain, parce que l'écrivain lui-même va produire le brouillon. Mais finalement, le brouillon ne va pas être publié tel qu'il a été écrit. Pour prendre en considération la génétique. La génétique, c'est une façon de lire et de comprendre le texte littéraire. C'est-à-dire, qui a écrit quoi? Il faut voir le profil de l'écrivain et de l'auteur. Il faut voir le profil de l'écrivain et de l'auteur. C'est-à-dire, un écrivain athée, un écrivain islamiste, un écrivain d'une certaine affinité politique, va faire sortir un écrit qui répond forcément à ses affinités, à ses idéologies. Donc, il faut voir le profil de l'écrivain ainsi que de l'auteur. Et là, c'est la première dimension à prendre en considération dans la lecture et l'analyse d'un texte littéraire. Vous avez le structuralisme, la structure. Et lorsqu'on parle de structure, on parle d'énonciation, c'est-à-dire le texte, ce qui est visible, ce que vous lisez, ce que vous voyez. Bien sûr, la génétique, vous n'allez pas la trouver en tant qu'élément visible dans le texte. Vous allez aller la chercher dans les écrits personnels, c'est-à-dire dans les écrits non littéraires de l'écrivain. Vous allez les chercher dans les correspondances, dans les colloques, les communications, les journaux intimes, vous allez la chercher dans tout ce qui n'est pas littéraire, tout ce qui n'est pas à l'intérieur de la littérature. Donc, les éléments, les traces de la signification, vous allez les chercher dans le texte, mais dans un texte qui est extra-littéraire. Ah, maintenant, la littérature entre vos mains, l'œuvre littéraire entre vos mains, vous avez entre vos mains la structure. Et cette structure, elle se passe en plusieurs dimensions. Vous avez la dimension de l'énonciation, c'est-à-dire qui parle à qui, dans quel contexte. Et là, nous allons nous référer aux déictiques spatio-temporelles, où, quand, comment. Donc, tous les déictiques qui font que la communication, le texte, soit une scène, parce que la littérature, c'est une scène. Donc, vous avez vos sens dans la vie réelle, vous avez vos sens, vous avez votre vision, votre odorat, votre ouïe, pour pouvoir comprendre et voir les dimensions de la scène. Mais dans la littérature, vous avez les déictiques, vous n'avez pas ces éléments. Donc, vous n'avez pas ces éléments sensuels, vous avez les éléments textuels. Les éléments textuels qui sont les déictiques. Situé qui, dans quel espace, dans quel temps, proche ou loin, comment il agit, les adjectifs, les adverbes, les éléments d'espace et de temps. Tout ça, c'est par rapport à l'énonciation. Vous avez la sémiotique. Et dans la sémiotique, vous avez toujours trois éléments à situer, qui sont la sémiotique du texte, la sémiotique de la culture et la sémiotique du contexte. Vous avez l'onomastique qui est une branche de la sémiotique, c'est-à-dire étudier les noms propres dans le contexte de sémiotique. C'est toujours le nom propre
comment est-il utilisé dans le texte, le nom propre, comment il est dans la réalité, c'est-à-dire vous avez des noms propres emblématiques, par exemple Mohamed, Aïcha, Khadija, ces noms-là, et là, je tiens à vous signaler que le choix des noms propres dans l'œuvre littéraire n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il ne se fait pas comme ça arbitrairement. Le choix des noms propres dans le texte littéraire se fait d'une façon significative. C'est-à-dire il ne faut jamais être naïf pour croire que la littérature choisit les noms propres comme ça d'une façon arbitraire. Ah, vous avez la symbolique, et la symbolique, nous avons toujours la symbolique du texte et la symbolique de la culture du texte. Vous avez la symbolique du texte, comment ce symbole, couleurs, éléments, animaux, etc. Parce que si vous lisez bien sûr Abdelwahab Meddeb ou Tahar Ben Jelloun, vous allez trouver qu'il va utiliser des éléments, des animaux comme la chèvre, le cheval, l'arbre. Ces éléments-là ne sont pas utilisés comme ça d'une façon anodine. L'arbre, qu'est-ce qu'il signifie? L'arbre dans un contexte mystique, qu'est-ce qu'il signifie? La chèvre dans un contexte mystique, qu'est-ce qu'elle signifie? Le cheval, qu'est-ce qu'il signifie? Par exemple, l'arbre dans le roman dans le dictionnaire mystique de Ibn Arabi, il signifie l'homme universel. C'est l'universalité. Donc il faut toujours choisir les éléments qui sautent aux yeux parce que certains éléments dans la littérature, comme je vous ai dit, ce n'est pas une histoire classique. La littérature n'est pas une histoire classique. Il ne faut jamais croire quand on raconte un roman comme on raconte un conte, comme on raconte une fable, même si la fable, c'est déjà quelque chose de très significatif, très, très symbolique. Donc, vous avez la sociocritique. La sociocritique, c'est l'étude de la société du roman, c'est-à-dire, bien sûr, selon les éléments de l'énonciation. Donc vous avez des concepts comme l'appareil, comme des concepts instaurés par Pierre Bourdieu, comme l'appareil, comme le chant, comme la sociopoétique, etc. Ces éléments-là, il faut les étudier, c'est-à-dire à l'intérieur du texte. Comment l'auteur use des relations entre personnages, comment il peint la relation entre hommes et femmes, entre père et fille. C'est très important dans le contexte littéraire. Vous avez, enfin, et ce qui est le plus important, surtout dans le domaine du roman, la narratologie. Et pour la narratologie, vous avez l'étude du narrateur en tant qu'entité. En tant qu'entité et qu'instance, parce qu'il ne faut jamais confondre narrateur et auteur. Le narrateur, c'est une instance. L'auteur, c'est un ensemble. L'écrivain, c'est une personne. Donc, le narrateur, c'est une instance dans le roman. Ce narrateur, comment est sa science du roman? Comment elle est sa relation? Comment est sa relation au roman, à la narration? C'est-à-dire, est-ce qu'il participe? Est-ce qu'il ne participe pas? Comment est sa science? Est-ce qu'il connaît beaucoup de choses? Trop de choses? Tous les éléments du texte? Donc, tout cela doit être classifié selon certains codes, selon certains éléments de la discipline. Vous avez l'élément spatio-temporel, c'est-à-dire où et quand, tout ça par rapport à la narratologie, c'est comment l'auteur décrit. Vous avez l'histoire, le temps de l'histoire et le temps du roman. Le temps de l'histoire se compte, le temps de l'histoire soit est extirpé du texte à travers des dates ou à travers des indices. C'est-à-dire comment s'habillent les personnages, qu'est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont comme moyen de locomotion. C'est-à-dire soit le texte vous donne le temps de l'histoire, et là c'est une date ou une certaine époque, soit vous allez devoir le retrouver à travers des éléments, des indices du texte. Et vous avez l'espace. L'espace est comment le narrateur décrit les espaces, c'est-à-dire soit une description par ancrage ou par affectation, soit une description par aspectualisation ou par une mise en relation. Tout ça, ce sont des éléments de l'analyse du texte. Enfin, la troisième dimension qui est la sociologie. Là, la sociologie de la littérature ne va pas s'arrêter sur le texte lui-même, ni sur l'auteur, elle va aller vers le récepteur qui est le lecteur, c'est-à-dire aller sonder le lecteur à travers des questionnaires, voir la réaction, l'interprétation du lecteur, c'est-à-dire il ne faut jamais se prononcer à la place du lecteur.
Jamais vous, en tant que chercheur, il ne faut jamais que vous vous prononciez à la place du lecteur. Vous dites, non, ce texte-là, le lecteur l'a compris ainsi. Non, vous n'êtes pas le lecteur, vous êtes un lecteur et pas le lecteur. Il faut trouver une population assez significative, un panel, et ce panel-là, bien sûr, il doit être choisi selon des éléments de méthodologie assez rigoureux, pardon, et vous allez aller vers le lecteur et chercher son interprétation, sa définition du texte. Je crois que tous ces éléments-là sont assez compris, assez clairs. Bien sûr, ça devrait faire l'objet d'un cours encore plus détaillé, encore plus lent. Mais pour l'instant, je vais essayer de vous envoyer deux liens, bien sûr. Je vais vous envoyer deux liens. On va voir le premier lien. Vous allez le visionner. On va essayer de visionner le premier lien. Vous avez reçu le lien? Essayez de visionner cette première vidéo qui est un extrait de Tartarin de Tarascon, d'Alphonse Daudet. Visionnez-le. Ce n'est pas un lien, ce n'est pas trop lent. C'est 3 minutes, je crois. Écoutez et on va en débattre. Dès l'aube, tout Tarascon était sur pied, encombrant le chemin d'Avignon et les abords de la petite maison du Baobab. Même les gens de Beaucaire avaient passé le pont pour assister au spectacle. Toute cette foule se pressait et se bousculait devant la porte de Tartarin. Ce bon monsieur Tartarin qui s'en allait tuer les lions chez les Turcs. Il faut dire que pour Tarascon, l'Algérie, l'Afrique, la Grèce, la Turquie, la Mésopotamie, tout cela formait un grand pays très vague, presque mythologique, qu'on appelait les Turcs. Au milieu de cette cohue, les chasseurs de casquettes allaient et venaient, fiers du triomphe de leur chef. On ne quittait pas des yeux les deux grandes brouettes qui attendaient devant la porte. Et à chaque mal, à chaque nouveau colis qu'on venait y ajouter, la foule frémissait. Tout à coup, vers 10 heures, il se fit un grand mouvement dans la foule, et la porte du jardin s'ouvrit. « C'est lui! C'est lui !» C'était lui, en effet. Et quand il parut sur le seuil, un cri de stupeur s'éleva de la foule. « C'est un Turc !» Tartarin de Tarascon, en effet, avait cru de son devoir, allant en Algérie, de prendre le costume algérien. Large pantalon bouffant en toile blanche, petite veste collante à boutons de métal, une large ceinture rouge autour de l'estomac, et sur la tête, une gigantesque chéchia. Avec cela, 2 lourds fusils, un sur chaque épaule. Un grand couteau de chasse à la ceinture, sur le ventre une cartouchière, et sur la hanche, un revolver se balançant dans sa poche de cuir. « Vive Tartarin! Vive Tartarin !» hurla le peuple. Le grand sourit, mais ne salua pas à cause des fusils qui le gênaient. « Vive Tartarin !» continua à crier la foule. Et le grand homme prit le chemin de la gare. Devant l'embarcadère, le chef de gare l'attendait et lui serra la main, plusieurs fois, avec émotion. C'était le train. Une dernière fois, la foule hurla « Vive Tartarin !» Le brave commandant l'embrassa et le héros monta dans un wagon plein de Parisiennes qui pensaient en mourir de peur en voyant arriver cet homme étrange,
avec tant de carabines et de revolvers. Le 1er décembre à midi, les Marseillais furent effarés de voir déboucher sur la Canebière un Turc comme ils n'en avaient jamais vu. Et Dieu sait si l'on envoie des Turcs sur la Canebière. C'est que ce Turc-là, c'était Tartarin. Le grand Tartarin qui, bardé de ses armes et suivi de ses munitions, de ses conserves, de sa pharmacie, se dirigeait vers le port où l'attendait le paquebot le Zouave, qui devait l'emporter là-bas. L'oreille encore pleine des applaudissements tarasconnais, Tartarin découvrait émerveillé ce port de Marseille où il n'avait jamais mis les pieds. C'était à perte de vue un fouillis de mâts, de vergues, d'animaux de toutes sortes, d'odeurs venant de tous les pays. Et le brave homme, fasciné par tant de splendeur, marchait sans se rendre compte des rires qu'il provoquait sur son passage. On reprend? Dès l'aube... Oui, on reprend. Ah, j'espère que vous avez visionné l'extrait. Moi, je l'ai visionné. Non, monsieur, je ne le visionnais pas. Vous ne l'avez pas visionné, Malish. Donc, c'était pas grave. Je vous donne un petit résumé, même si veuillez, s'il vous plaît, fermer vos micros parce que ça fait beaucoup de bruit. D'accord? Pour le résumé. Le résumé de l'extrait, c'est un extrait du roman de Alphonse Daudet, de Tartarin de Tarascon. C'est ce qu'on appelle un roman qui appartient au courant exotique. C'est-à-dire, c'est un roman qui peignait l'Afrique comme étant un espace à défraîchir, où il n'y avait pas vraiment de civilisation. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte une brochure touristique qui appelait les colons à venir en Algérie. Et l'élément le plus pertinent de cet extrait est que Tartarin décrit l'Afrique, la Mésopotamie, la péninsule arabe, c'est-à-dire l'Algérie, tout cet espace qui appartient au peuple, entre guillemets, colonisé, aux autochtones colonisés, il appelait le turc. C'est-à-dire, pour lui, tout ça, c'est un espace turc. Il doit s'habiller comme un turc, c'est un cliché, en quelque sorte, c'est un cliché. Pour aller là-bas, il doit s'habiller comme un turc. D'ailleurs, il a atterri à Marseille avec le grand Selouel, avec la chachia, comme le décrit Alphonse Daudet, et il allait chasser le lion en Afrique. Mais l'Afrique, pour lui, c'était le turc, l'espace turc. Donc, vous voyez bien que c'est un cliché. C'est un cliché qui représente l'espace de la Mésopotamie. Et là, nous sommes en train de... Mésopotamie, Afrique, Mésopotamie, c'est-à-dire l'espace de l'actuel Irak et Iran. Péninsule arabe, c'est Jazirat al-Arab, et l'Afrique, c'est l'Afrique. Donc, ce cliché qui fait de cet espace, c'est-à-dire un espace commun, c'est un package, c'est un combo. D'accord? Pour lui, c'est un cliché. Maintenant, nous allons voir si cette littérature n'est que la propriété si ce dialogue, si cette communication, si ce texte-là, si cette idéologie-là n'est que la propriété d'une certaine littérature ou que c'est diffus. C'est une idée diffuse. C'est-à-dire qui va au-delà de la simple idée de l'espace colonisé qui a appartenu à une certaine époque. Donc, nous allons pour cet objectif, nous allons visionner un deuxième extrait, mais cette fois-ci un extrait non pas littéraire, mais un extrait qui appartient à un journal télévisé, un débat, on va dire. Je vais vous envoyer l'extrait, ce n'est pas très lent. On va le revisionner cet extrait encore. Maintenant, veuillez visionner cet extrait-là. Ce n'est pas très lent, c'est 24 secondes seulement.
Oh, l'extrait va commencer. Éric Zemmour. La une de Valeurs Actuelles d'abord de cette semaine. Regardez, a-t-on encore le droit d'être français? Identité interdite, entretien avec Alain Finkielkraut qui parle donc de français de souche. Tariq Ramadan, invité d'ITélé, a sa définition du français de souche. Le français de souche, c'est juste un immigré de plus longue date. C'est ça la réalité, c'est que nous sommes tous d'une certaine façon des immigrés, puis on a de plus longue date, et on a créé deux souches. Vous seriez un immigré de plus longue date, Éric Zemmour? Ah non, mais moi je parle pas de moi. Moi je suis pas exactement, si vous voulez parler de moi, je suis pas exactement un immigré. Moi je suis un peu comme un Martiniquais ou un Alsacien, c'est-à-dire que c'est la France qui est venue chez moi et qui m'a conquis. Et je la bénis, moi, de m'avoir colonisé. Parce que moi je sais que la France, ça m'a apporté la liberté et l'émancipation. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. C'était toujours été une terre coloniale. Non mais je plaisante pas du tout, même le nom Algérie, il naît sous la plume de la France. On reprend si vous voulez. Ah, ça y est, vous avez visionné? Thank you guys. Bye. Bye. Oui. Bon. Ah. Oui. Maintenant, c'est le discours d'Éric Zemmour. Si vous connaissez Éric Zemmour, c'est un Français. Si on peut considérer que la nationalité française, bien sûr, selon la définition de Tariq Ramadan, où il a dit que le français de souche, c'est un émigré de plus ou moins longue date. Et c'est vrai, parce que la France a été le lieu d'un très grand brassage, bien sûr, de l'époque des Gaulois, aux Celtiques, aux Germaniques, à l'époque des conquêtes romaines. Tout ça, ça fait un très grand brassage. Encore plus après la Deuxième Guerre mondiale, où elle a reçu un très grand flux d'immigration pour reconstruire la France. Donc, vous avez vraiment un très grand amas d'émigrés qui se disent français de souche. Ah, mais pour Éric Zemmour, l'Algérie, c'est le turc. C'est un petit peu l'idéologie d'Alphonse Daudet. C'est-à-dire, c'est un peu l'espace où il n'y a pas vraiment d'autochtones, où il n'y a pas vraiment de civilisation. Donc vous voyez bien qu'il considère cette idéologie qui a été créée dans le domaine littéraire exotique, dans le courant exotique, est toujours d'actualité. Bien sûr, Éric Zemmour lui-même, c'est un Français par le décret Crémieux, c'est-à-dire qui a donné la nationalité française aux Juifs algériens, aux Juifs d'Algérie. Donc, pour lui, la France est venue le chercher pour le rendre français, alors que lui, il n'avait pas de nationalité. Donc, c'est un le discours exotique de la littérature d'Alphonse Daudet. Vous voyez bien que Tartarin de Tarascon considérait tous ces espaces comme un espace turc. Lui le considère toujours aujourd'hui comme un espace qui n'existe pas, donc qui n'a pas de civilisation, qui n'a jamais eu de civilisation, que c'est la France qui a ramené la civilisation en Algérie. Donc, vous voyez bien que la littérature ne va pas se restreindre au texte littéraire, mais va s'attacher surtout à l'idéologie. L'idéologie qui va être plus diffuse. C'est pour ça que je vous dis que, en sachant analyser un texte littéraire, vous allez facilement trouver l'esprit exotique dans les autres, l'esprit idéologique, le message franchement formulé dans les autres textes communs. Donc, grosso modo, c'est le résultat et la conclusion de cette conférence. Si vous avez des questions, je suis tout à vous. Merci, Dr. Khaled, pour cette magnifique présentation. Donc, chers étudiants, vous pouvez poser vos questions.